Alors, l'amyotrophie spinale infantile, c'est une maladie génétique qui est bien connue maintenant, donc avec une transmission autosomique récessive. Dans 95% des cas, c'est une délétion homozygote du gène SMN1 qui est à l'origine de la pathologie. La sévérité dépend donc du nombre de copies du gène SMN2. L'amyotrophie entraîne une paralysie progressive jusqu'à une atteinte respiratoire et alimentaire. Il existe 4 types différents de la maladie. Le type 1, qui est largement le plus fréquent, 60%, entraîne dans 80% des cas un décès à 18 mois. Le type 2 entraîne un handicap sévère. Depuis 2017, donc, il y a 3 traitements qui ont changé la maladie. Ils sont tous plus efficaces s'ils sont débutés avant les symptômes, en pré-symptomatique. Alors, le premier qui est sorti en 2017, c'est le Spinraza, qui est un oligonucléotide antisens. C'est des injections intrathécales tous les 3 mois et c'est des injections à vie. La thérapie génique, le Zolgensma, qui est une injection, un one-shot en intraveineux. Et le dernier, c'est l'Evrysdi, où c'est une prise orale quotidienne à vie. En Europe, il existe plusieurs pays qui ont mis la SMA au programme national de dépistage, comme la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, l'Ukraine. Et il y a aussi plusieurs projets pilotes en Angleterre, en Italie, en Espagne et maintenant en France. Merci. Alors, quand le dépistage, pour qu'une maladie puisse être candidate à un dépistage en France, il faut qu'elle réponde à certains critères qui sont les critères de Wilson et Jungner. Quand on regarde ces critères, en particulier, il faut que la maladie soit connue ainsi que son évolution naturelle, qu'elle doit être dépistée à un stade présymptomatique, qu'elle doit être dépistée par un test simple, efficace et fiable, qu'elle doit être traitable. On voit bien que la SMA remplit tous les critères pour un dépistage néonatal dans notre pays. En plus, depuis donc, la révision des lois de bioéthique d'août 2021, il y a une nouvelle loi qui permet le dépistage néonatal génétique en première intention. Le décret d'application n'est pas encore apparu. A priori, il passerait devant le Conseil constitutionnel cet hiver. Alors juste un petit rappel, en France actuellement, il y a 13 pathologies qui sont dépistées, plus le dépistage des surdités permanentes bilatérales. Il y aurait 5 autres maladies métaboliques qui seront dépistées prochainement. En fin 2022, on a fêté les 50 ans du premier dépistage, ce qui était la phénylcétonurie. Alors ces dépistages en France se font dans 17 centres régionaux de dépistage néonatal qu'on appelle les CRDN. Et les antennes. Ces CRDN sont au sein des CHU. Ces CRDN sont en lien avec l'Agence régionale de santé et aussi avec le Centre national de coordination du dépistage néonatal qui est à Tours. Ça ne veut pas. Ouais. En fait, ça ne marche pas mieux. Alors, donc, toutes les conditions ont été réunies pour que ce projet soit donc lancé. L'objectif principal de ce projet, c'est de démontrer donc, la faisabilité d'un dépistage néonatal génétique dans 2 grandes régions françaises. Et on imagine bien qu'on va récupérer énormément de données qui pourront servir donc, à instaurer une extension nationale de ce dépistage aux autres régions. Alors, pour démontrer la faisabilité, on va s'appuyer sur certains critères qui seront donc l'évaluation du taux d'exhaustivité de ce dépistage, les délais de prise en charge effective des cas positifs, alors le délai depuis la naissance jusqu'à la décision thérapeutique en RCP, et aussi le délai depuis la naissance jusqu'au début effectif du traitement, si possible avant le 42e jour. Alors, l'objectif du projet n'est en aucun cas d'évaluer l'efficacité des traitements proposés à ce stade, puisque toutes ces données sont connues dans la littérature. Alors, il y a des objectifs secondaires aussi qui sont de décrire en fait d'autres délais nécessaires pour les différentes étapes du dépistage jusqu'à la décision thérapeutique et la mise sous traitement, évaluer le coût réel du dépistage en enlevant évidemment tout ce qui est inhérent à un projet de recherche et aussi tester la fiabilité des tests génétiques en recueillant les faux négatifs et les faux positifs.
Enfin, on calculera aussi un taux d'incidence réel de la SMA. On fera une évaluation du taux d'exhaustivité du dépistage des autres maladies dépistées, c'est-à-dire qu'on va chercher s'il y a des conséquences potentielles sur le programme national du dépistage. Et enfin, on va regarder si tout ce qu'on avait envisagé au niveau logistique et organisationnel est en fait adapté à notre projet. La durée de l'étude, c'est 2 ans. On s'attend à 8 cas positifs dans chacune des régions au bout d'1 an, donc 32 au total pour les 2 ans d'études, si on se base sur une incidence de 1 sur 7000 et sur 220 000 naissances pour les 2 régions. Alors c'est un projet de recherche clinique de type RIPH3 qui s'est donc appuyé sur différents acteurs que sont donc les neuropédiatres, les centres de référence des maladies neuromusculaires, les centres de référence de dépistage néonatal, les généticiens, les réseaux de périnatalité, la Société française de dépistage néonatal, la filière Filnemus et l'AFM Téléthon. Alors, l'équipe du projet, alors l'investigateur coordinateur, c'est Vincent Logel de Strasbourg, qui est neuropédiatre. L'investigateur principal, c'est Didier Lacombe, généticien à Bordeaux. Et après, donc, vous avez des neuropédiatres, des généticiens moléculaires, des personnes de la DRCI, l'AFM Téléthon, partie prenante, et aussi donc, la filière Filnemus. Alors, le financement de ce projet, c'est un projet à 5 millions d'euros. C'est un financement public-privé, donc la DGOS, la filière, l'ARS Grand Est, l'AFM Téléthon et les 3 laboratoires qui fournissent les traitements. Alors ça, c'est le buvard qui a été fait pour ce dépistage, puisqu'en fait, il y a donc un buvard supplémentaire qui est demandé, avec 2 gouttes de sang supplémentaires par rapport donc au buvard du dépistage classique. Alors au niveau préanalytique, les critères d'inclusion pour les bébés, c'est donc que les parents évidemment acceptent aussi une participation au programme national de dépistage néonatal, qui signent un consentement spécifique à ce projet. Les critères de non-inclusion, c'est donc évidemment le refus de consentement, le refus de dépistage systématique, les parents sous curatelle ou tutelle, les enfants sans couverture sociale. Il y a différents documents qui ont été fournis aux maternités, évidemment donc le buvard d'EPISMA, le consentement, une lettre d'information et un flyer qui est plus facile à digérer que la lettre d'information. Les étapes donc, du processus de dépistage, alors, en fait, ça suit un peu le schéma classique d'un dépistage néonatal. Donc, les buvards viennent des différentes maternités. Ces buvards, donc, le buvard d'EPISMA arrive dans la même enveloppe que le Guthrie. Donc, les 2 sont enregistrés en même temps au niveau du CRDN. Après, donc, le buvard d'EPISMA arrive au laboratoire de génétique moléculaire. Quand le dépistage, en fait, seuls les résultats positifs sont communiqués, il y a un compte-rendu qui est fait. Dans le cas d'un résultat positif, à ce moment-là, le CRDN et souvent le biologiste moléculaire prévient le neuropédiatre d'astreinte, qui va convoquer donc, les parents le plus rapidement possible, dans les 48 heures, donc, où donc il va y avoir une annonce de cette anomalie au niveau du dépistage, avec une prise de sang qui sera faite sur le bébé. Cette prise de sang va partir, alors pour nous elle part à Rouen, donc pour une confirmation de la délétion homozygote du gène SMN1 et pour le calcul du nombre de copies de SMN2. Rouen renvoie donc le résultat au neuropédiatre qui va faire donc une deuxième consultation avec donc une annonce du diagnostic s'il y a confirmation du premier résultat. Il y aura une RCP nationale avec une décision donc, du traitement et ensuite une prise en charge du patient positif. En France, actuellement, seuls les bébés avec moins de 4 copies donc, de SMN2 sont traités. Voilà. On s'attend idéalement à donner des résultats et à ce qu'un enfant soit traité avant 6 semaines
après la naissance. Bon, a priori, pour l'instant, on est rentré dans ce cadre-là. Le test utilisé, en fait, c'est un test de la société Perkin-Elmer, maintenant Revity. C'est un test, c'est une QPCR avec amorce et son de Tachmann. Donc, c'est une recherche de la délétion homozygote de l'exon 7 du gène SMN1. Cette approche ne permet pas donc, de rechercher les rares cas de mutation ponctuelle du gène SMN1 qui expliquent 2 à 8% des cas de SMA. On utilise aussi un gène de référence, le gène RPP30, qui est donc un contrôle interne de PCR. Le test qu'on utilise, c'est un test combiné, c'est un twin test, et il cherche aussi les déficits immunitaires combinés sévères. Alors en fait, pourquoi? Parce que c'est un test qui a été à la base configuré pour les États-Unis, où dans la plupart des États, il cherche donc la SMA, il dépiste et la SMA et les déficits immunitaires combinés sévères. On ne regarde pas les résultats du SCID. La durée de la technique, c'est une journée pour un équivalent temps plein de technicien. Voilà. Alors, quand on regarde le workflow au laboratoire, donc on réceptionne, on enregistre. Alors, la réception et l'enregistrement des buvards se fait au sein du CRDN. Puis après, les buvards donc, arrivent au sein du laboratoire où ils sont donc punchés. On a un très beau puncher. C'est l'étape la plus chronophage pour le technicien. Après avoir perforé donc, des buvards, on utilise un premier robot qui nous permet d'extraire l'ADN. Puis, il y a une préparation de la PCR qui se fait dans un deuxième petit robot. Et enfin, une PCR en temps réel, donc sur un appareil de QPCR. Et enfin, donc l'analyse qui se fait sur un logiciel dédié d'analyse qui est le logiciel EONIS de chez Perkin-Elmer. Et enfin, une validation technique puis biologique dans Vous-à-Nous, qui est en fait le module du logiciel EpiConcept. EpiConcept étant le logiciel qui gère le dépistage néonatal pour toute la France. Et enfin, il y a une gestion administrative des cas positifs avec évidemment rapidement la communication des résultats au neuropédiatre. Et le stockage des buvards qui se fait pour toute l'étude. Alors ça c'est à Bordeaux, le local, on a une pièce dédiée à cette activité. À gauche vous avez le puncher et à droite vous avez les deux gros robots. La validation technique et biologique, alors c'est des plaques de 384 avec donc des contrôles positifs, négatifs en début, en fin de plaque. Le logiciel EONIS nous aide beaucoup. En fait, la validation biologique est très rapide, elle se fait tous les jours, mais ça dure 20 minutes. Alors, quand il y a des cas positifs, on les refait en duplicat, et quand c'est invalide, c'est pareil, on refait en duplicat. Alors, pour évaluer donc la fiabilité du test choisi, on va recueillir donc les faux négatifs et les faux positifs. Alors, il faut revenir un peu sur ces faux négatifs. Comme je vous ai dit, la technique choisie ne permet que de détecter les délétions homozygotes du gène SMN1. Donc, il y aura ce qu'on appelle les faux négatifs obligatoires de la méthode, c'est-à-dire les 2 à 8% de petits patients qui sont hétérozygotes composites pour une délétion et une mutation ponctuelle, ou les cas très rares d'homozygotes pour une mutation ponctuelle. Donc la technique utilisée, elle a une sensibilité de 100%. Par contre, le dépistage n'a pas une sensibilité de 100% puisqu'on a ces rares cas de mutation ponctuelle. On recueillera aussi les faux positifs. Le test choisi de chez Perkin-Elmer est la solution largement la plus déployée dans le monde. Il y a eu donc plusieurs publications. Là, je vous mets la publication australienne et du Royaume-Uni. En Australie, il y a eu un faux positif, il n'y a pas eu de faux négatif. Alors, en vie réelle, Strasbourg a démarré fin décembre. Nous, à Bordeaux, on a démarré début janvier. La totalité des maternités des deux grandes régions, c'est-à-dire 81, avaient donné un accord préalable à participer à ce projet. 80 sur 81 maternités ont été conventionnées entre donc, les maternités et la DRCI de Strasbourg. La mise en place a été faite dans presque toutes les maternités. Et en début de semaine, il y avait 67 maternités qui recrutaient, donc ça fait 28 191 buvards.
En moyenne, on a 200 buvards par jour. Les résultats sont donnés en moyenne en 1 ou 2 jours. Il faut rajouter un jour de plus s'il y a un retest. L'exhaustivité de ce dépistage est de 92% dans les 2 grandes régions. Donc les 8% qui restent, c'est soit des refus, soit c'est une non-présentation de l'étude. Refus, c'est à peu près moins de 1%. Non-présentation de l'étude, c'est beaucoup de cas de parents qui ne parlent pas le français et pour qui les sages-femmes ou les puères ne présentent pas le projet. Les naissances couvertes, actuellement, c'est 92% en Grand Est et 82% en Nouvelle-Aquitaine. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, le démarrage a été un peu plus tardif et il y a 2 grosses maternités privées en Nouvelle-Aquitaine qui n'ont pas encore démarré. Voilà. Alors, les cas positifs, on a eu 2 cas positifs. Alors, le premier cas positif vient de La Rochelle. C'est un nouveau-né qui est né, une petite fille qui est née avec 3 copies de SMN2, qui a été traitée par thérapie génique à 27 jours de vie. Alors quand on regarde la frise, on voit qu'au milieu qu'on est allé très très vite, c'est-à-dire qu'à J10, on a eu le test positif, SMN1. Les parents avec leur bébé ont été convoqués le lendemain à Bordeaux par Carolina Spiltaris, neuropédiatre. Le lendemain, elle a anticipé les choses en fait, parce qu'on était au mois de mai et il y avait des jours fériés. Donc elle n'a pas attendu le résultat de Rouen pour refaire la RCP nationale. Le surlendemain, elle avait le résultat de Rouen, donc qui confirmait le résultat et qui donnait le nombre de copies. Il y a eu l'annonce du diagnostic qui a été faite à J17 et donc le traitement à J27. Le deuxième cas est dans le Grand Est, en juillet 2023, avec un nouveau-né avec 4 copies de SMN2. Donc là, le bébé n'est pas traité. Il est surveillé cliniquement et il a des EMG. Le calendrier de ce projet. Alors, beaucoup d'informations vont découler de ce projet qui, donc, on espère, aideront à la mise en place dans d'autres régions. Il y a un premier retour qui va être fait à l'HAS en fin d'année 2023. On espère en 2023 avoir à peu près 50 000 buvards. Donc, on a 6 mois de retard, puisque sur une année, le nombre de naissances est de 100 000 pour les 2 régions. Et en fait, tout est allé très lentement au niveau des conventions avec les maternités. Trop lentement, sûrement. À la chaise, donc évidemment, là, pareil, le nombre de cas positifs, normalement, avec 20 et quelques buvards, on devrait être à peu près à 4 cas positifs. On n'en a que 2, mais bon, l'incidence est une statistique, donc on verra. Peut-être qu'on va en avoir 2 la semaine prochaine. Nombre de cas, donc à l'HAS, on leur donnera donc le nombre de cas positifs, s'il y a un impact sur le dépistage néonatal, ce qu'on n'espère pas. L'acceptabilité de la population qui est très bonne, puisqu'on a moins de 1% de refus. Les différents délais de rendu et évidemment le coût de dépistage en enlevant tout ce qui est inhérent à un projet de recherche. On attend un retour de l'HAS en 2024, mai-juin 2024. Avec, d'après ce qu'ils nous disent, une possible extension à la population générale dès 2025. Alors évidemment, il y a des choses à prévoir avant l'extension nationale. C'est l'organisation dans les différentes régions, savoir quels laboratoires dans les CRDN vont faire, dans les régions vont faire ce dépistage. Et aussi, évidemment, une organisation au niveau des neuropédiatres, puisqu'on a une astreinte régionale maintenant des neuropédiatres. Voilà, en fonction, la première consultation peut se faire chez un neuropédiatre près du domicile du bébé. Donc, il faut que tous les neuropédiatres présents dans la nouvelle région organisent une astreinte. Voilà. Évidemment, il y aura un nouvel appel d'offres pour le choix du test de dépistage, en sachant qu'on va vers le choix d'un twin test, puisque on en profiterait, d'après les recommandations de l'HAS, qui est favorable au dépistage des déficits immunitaires combinés, recommandation qui date de 2022, on ferait donc, en même temps que la SMA, on ferait le dépistage des déficits immunitaires combinés. La conclusion, ce que je vous dis, en fait, tout a été très très long à mettre en place, ça a été beaucoup de patience. Pour la signature des conventions. Il y a beaucoup de documents. Il y a un référent dans chaque maternité. Il y a des investigateurs. C'est très long. Bon, ça, vous devez savoir.
voilà, on a pris un peu de retard. Les difficultés rencontrées, en fait, il n'y en a pas vraiment eu. À partir du moment où les maternités démarrent, ça se passe bien. Il n'y a pas eu de problème. Nous, au niveau du laboratoire, c'est tout bête, mais on a dû faire des travaux. Et les travaux, ben voilà, même des petits travaux à l'hôpital, ça prend beaucoup de temps. C'est un énorme changement d'échelle pour un laboratoire de génétique, puisque là, on a à peu près en moyenne 200 buvards par jour. Le délai de rendu des résultats doit être réduit au minimum parce que c'est une véritable urgence médicale. Il y a de véritables implications thérapeutiques. Donc, ça veut dire qu'il faut valider les résultats tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait toujours un biologiste habilité à valider cette technique. Bon, mais comme je vous ai dit, en fait, c'est peu chronophage. Voilà, on est tous, Strasbourg comme Bordeaux, très enthousiastes de participer à ce premier dépistage néonatal génétique en France, en sachant que c'est sûrement le premier d'une longue série. Voilà.